Voici l'Iran. Nous savons tous ce qui s'y passe en ce moment. Il y a des millions de vidéos et de flux d'actualité qui en parlent. Alors, au lieu de répéter tout cela, et de spéculer sur ce qui pourrait arriver, je pense qu'il serait plus judicieux de prendre un moment pour découvrir l'histoire de l'Iran dans son ensemble, même brièvement, car comprendre l'histoire de quelque chose nous permet toujours de mieux comprendre ce qui se passera ensuite, quoi que ce soit. Voici donc une brève histoire de l'Iran. Bien avant que le concept moderne de l'Iran en tant que pays n'existe, cette terre abritait déjà des civilisations assez avancées. Vers 4000 avant Jésus-Christ, ils étaient organisés en établissements urbains. Urbains dans le contexte des villes anciennes. Bien sûr, dans le sud-ouest, une civilisation a commencé à se former, appelée Elam. Ils interagissaient étroitement avec la Mésopotamie, et des sites comme Choga-Zanbil, l'un des ziggourats les mieux préservés en dehors de la Mésopotamie, montrent à quel point ils étaient sophistiqués. Les ziggourats l'étaient. Ces bâtiments à terrasses composées, assez courants dans l'Antiquité, surtout au Moyen-Orient. L'ancienne ville de Suse, qui deviendra la capitale d'Elam, puis la capitale de l'empire achéménide, a d'abord été habitée, incroyablement tôt, vers 4400 avant Jésus-Christ. Puis, vers le deuxième millénaire avant JC, des peuples indo-ariens commencèrent à arriver d'Asie centrale. Je pense que ce sont ceux que nous associons aujourd'hui principalement au peuple iranien. Parmi eux se trouvaient les Mèdes, qui ont fondé le premier grand État iranien en 512 avant Jésus-Christ. Ils se sont alliés à Babylone pour détruire la Syrie. Ils ont même mis à sac Ninive, l'une des villes les plus puissantes du monde à l'époque. Cela marque en quelque sorte la première grande apparition de l'Iran sur la scène mondiale. Puis vinrent les Achéménides. Et c'est là que les choses deviennent vraiment importantes pour la première fois. Les Achéménides ont uni toutes les tribus perses sous Cambyses Ier. Sous son fils, Cyrus le Grand, ils ont vaincu les Mèdes et établi leur empire achéménide. Sous Cyrus le Grand, ils se sont unis et ont construit le plus grand empire que le monde ait jamais connu. Jusqu'à ce moment-là, ils ont conquis des territoires aussi lointains que la Lydie, Babylone et finalement l'Égypte, sous Darius le Grand, je crois, le fils de Cyrus. Ils ont construit des villes monumentales comme Persépolis et créé des réseaux routiers avancés, y compris la route royale, qui s'étendait de Suse à Sardes. L'empire achéménide avait des gouverneurs provinciaux, des systèmes fiscaux, des infrastructures et une tolérance religieuse relative. C'était l'une des premières véritables superpuissances de l'histoire et une apparition très précoce de ce que nous considérons aujourd'hui comme un État moderne. Mais comme toujours, l'expansion a mené au conflit. Les guerres gréco-perses ont vu la Perse envahir la Grèce continentale. À un moment donné, ils en contrôlaient presque la moitié, mais les victoires grecques à Salamine et à Platée les ont repoussés. Finalement, à la fin du IVe siècle à Vénagicée, c'est l'inverse qui s'est produit. Alexandre le Grand a vaincu le roi perse, Darius III. Cet empire est tombé, mais l'identité perse est restée. Après la mort d'Alexandre le Grand, son empire s'est fracturé. Les Séleucides ont régné pendant un temps, un état hellénistique, comme beaucoup d'autres autour d'eux, gouverné par l'un des généraux d'Alexandre. Mais la puissance iranienne est revenue assez rapidement avec les Parthes. Leur empire a duré 5 siècles, affrontant souvent Rome dans une sorte de guerre froide antique, mais l'instabilité interne les a finalement affaiblis. Et donc, en 224 après Jésus-Christ, Ardashir Poyer renversa les Parthes et fonda un nouvel empire, les Sassanides, sans doute l'une des dynasties iraniennes les plus puissantes de tous les temps. Et il semble vraiment que leur histoire ne soit qu'une succession d'empires qui se remplacent les uns les autres. Encore et encore, les Sassanides ont de nouveau réussi à centraliser l'État. Ils ont renforcé le zoroastrisme comme religion unificatrice, et ont mis en place une bureaucratie solide. Le zoroastrisme était en fait l'une des premières, sinon la première grande religion monothéiste, en dehors du judaïsme et du christianisme, puis de l'islam. Elle est apparue bien plus tôt, mais c'est une toute autre histoire, même si elle est importante pour l'identité de l'Iran à travers le temps. À leur apogée, les Sassanides contrôlèrent des régions comme l'ensemble de l'Iran, l'Irak, une grande partie du Caucase, et même des parties de l'Asie centrale. Et encore une fois, ils se sont affrontés directement avec Rome et Byzance, mais les guerres constantes les ont affaiblis. Et en 1651, les armées arabo-musulmanes ont vaincu l'empire sassanide.
Et ainsi l'islam est arrivé dans la région. La conquête arabe n'a pas effacé la culture iranienne, mais elle l'a changée. Au début, l'arabe est devenu dominant dans l'administration, mais la culture perse s'est lentement réaffirmée. Avec le temps, la plupart des Iraniens se sont convertis à l'islam. Ce chiffre est passé d'environ 40% de musulmans au IXe siècle à près de 90% au XIe siècle, une augmentation très rapide des conversions. Pourtant, quelque chose de vraiment fascinant s'est produit. Au lieu d'être absorbé par la culture arabe, l'identité perse a en quelque sorte remodelé l'islam dans la région. La langue persane, la poésie, l'administration et la culture de cour ont de nouveau prospéré dans ce que les historiens appellent l'intermède iranien, une sorte de renaissance. Pour eux, c'était une période où les dynasties iraniennes locales ont repris le contrôle, tout en reconnaissant l'autorité islamique, car elles devaient le faire pour survivre. Et après cela, la persanisation a influencé non seulement l'Iran, mais aussi l'ensemble du monde islamique, y compris les Arabes et les Turcs eux-mêmes. Mais ensuite est venu l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'Iran, les invasions mongoles. Au début du XIIIe siècle, les forces de Gengis Khan ont déferlé sur l'Iran. Des villes comme Boukhara, Nishapur et Hérat ont été détruites. Des populations entières ont été massacrées, comme partout ailleurs où les Mongols sont passés, et en 1258, les Mongols mirent fin au califat abbasside à Bagdad. Mais encore une fois, l'Iran n'a pas disparu. Sous l'Ilkhanat, les dirigeants mongols se sont finalement convertis à l'islam, et bientôt les administrateurs persans sont revenus en force, préservant leur culture. Pourtant, la peste noire a tué environ 30% de la population, presque autant qu'en Europe, et parce qu'il n'y a jamais deux sans trois. Puis vint Timour, un autre conquérant brutal qui a massacré des villes comme Ispahan et bien d'autres. Pourtant, une fois de plus, après la destruction, la culture persane a perduré. C'est comme si l'histoire n'arrêtait pas de leur lancer des catastrophes. Et ils survivent, à tel point que la véritable fondation de l'Iran moderne ne commence qu'après tout cela. En 1501, avec la dynastie safavide, ils ont réunifié l'Iran en une entité politique cohérente sous une domination autochtone, repoussant les dirigeants mongols ou arabes. Et surtout, ils ont également déclaré l'islam chiite comme religion officielle. Cette décision a façonné leur identité de façon permanente, et bien qu'ils aient adopté l'islam, cela les a aussi distingués de leurs voisins majoritairement sunnites. C'est comme s'ils s'étaient déjà différenciés en intégrant l'islam à leur culture locale plutôt qu'en devenant arabes, mais maintenant ils ont marqué leur différence par rapport au reste du monde islamique. De façon définitive, c'est important pour comprendre les conflits qui perdurent jusqu'à aujourd'hui contre l'Irak, l'Arabie saoudite et d'autres nations du Golfe. L'État safavide était de nouveau centralisé et puissant, mais comme tous ceux qui l'avaient précédé, il s'est finalement affaibli, tombant en 1722 après une invasion afghane, puis le chaos s'est installé. Nader Shah est apparu comme un génie militaire au XVIIIe siècle. Certains le comparent à Napoléon ou à Alexandre. Il a construit un immense empire s'étendant jusqu'en Inde, allant même jusqu'à piller Delhi à un moment donné, mais ces guerres ont épuisé l'économie de l'Iran. Après qu'il ait été tué, le pays est retombé dans l'instabilité. Mais finalement, comme toujours, une autre dynastie a pris le pouvoir, celle-ci appelée les Qajars. Sous leur règne, parce qu'ils ont également coïncidé avec l'apogée du colonialisme européen, l'Iran a fait face à une ingérence étrangère à un niveau assez intense. La Russie a saisi des territoires dans le Caucase, la Grande-Bretagne a pénétré dans le sud de l'Iran pour protéger ses intérêts en Inde. Le pays était en quelque sorte pris en étau entre les empires. La grande famine perse de 1870 a dévasté la population, tuant ce que nous estimons être des millions de personnes. Au début du XXe siècle, la pression pour des réformes a en quelque sorte explosé avec la révolution constitutionnelle qui a établi un parlement. Et bien que l'Iran moderne puisse faire remonter cette émergence à 1500, comme nous l'avons dit plus tôt, on peut en quelque sorte associer notre perception moderne de l'Iran d'avant la République islamique à ce qui va se passer ensuite. En 1921, Reza Shah est arrivé au pouvoir et a fondé la dynastie Pahlavi. Il a modernisé les infrastructures, construit des chemins de fer, laïcisé l'État et promu le nationalisme, mais il a gouverné en tant que dirigeant autoritaire. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique ont envahi l'Iran pour sécuriser le pétrole et les routes d'approvisionnement. Et Reza Shah a été contraint d'abdiquer en faveur de son fils, Mohammad Reza Shah. En 1951, le premier ministre de l'époque, Mohammad Mossadegh, a nationalisé l'industrie pétrolière iranienne. Et en réponse, les États-Unis et le Royaume-Uni ont soutenu un coup d'État en 1953 qui les a renversés et a rétabli l'autorité du Shah. À partir de ce moment-là,
Le Shah a gouverné en tant qu'autocrate avec des relations très étroites avec les Américains et leur soutien. Sa révolution blanche a encouragé la modernisation, mais a suscité la colère des chefs religieux et de nombreux Iraniens. Et en 1978, les manifestations étaient massives. Des millions de personnes ont défilé contre le régime. Le Shah a fui en 1979. L'ayatollah Khomeini est revenu d'exil et a dirigé la création de la République islamique, après qu'un référendum a été adopté, avec plus de 99% d'approbation. Et l'Iran s'est transformé d'une monarchie en une théocratie islamique peu de temps après. L'Irak a en fait envahi, déclenchant la guerre Iran-Irak en 1980, qui a duré 8 ans, tuant environ un demi-million de personnes et se terminant par une impasse. Et ensuite, nous arrivons à l'époque moderne. Après la mort de Khomeini en 1989, Ali Khamenei est devenu le guide suprême. Les présidents se sont succédés, mais l'autorité ultime est restée entre les mains du guide suprême. Voici un schéma du fonctionnement de leur gouvernement, qui est compliqué. Mais au final, le pouvoir revient toujours au guide suprême. L'Iran a développé la technologie nucléaire, provoquant sanctions et tensions mondiales. L'accord nucléaire de 2015 a brièvement allégé les sanctions, mais les États-Unis s'en sont retirés en 2018 et depuis, les tensions se sont intensifiées. Assassinats, échanges de drones et de missiles avec Israël, frappes américaines et escalade du conflit régional. Aujourd'hui, en 2026, la confrontation directe entre l'Iran et les États-Unis, avec Israël à leur côté, marque l'une des escalades les plus dangereuses de l'histoire moderne du pays. En même temps, des manifestations de masse à l'intérieur de l'Iran, provoquées par la crise économique et la frustration politique, ont entraîné de sévères répressions et des milliers de morts aux mains du régime. C'est une situation incroyablement triste et terrible. Mais un point positif, c'est que l'Iran a traversé des dizaines de moments comme celui-ci dans son histoire, et il est toujours là. Les empires tombent, les dynasties s'effondrent, les idéologies changent. Mais l'identité iranienne, façonnée par la langue, la culture, la mémoire de leur très longue histoire et leur géographie très intéressante, qui est un sujet pour une toute autre vidéo, s'est révélée presque impossible à effacer. C'est ce qui fait de l'Iran un pays et une constante de l'histoire. Et quoi qu'il arrive maintenant, et après cela, l'Iran, son peuple et sa culture seront toujours là,